Bienvenue sur Poids Plume, le podcast qui vulgarise le développement, l'agriculture et l'environnement. On est Charlotte et Alexandre, fondateurs de l'agence créative Oiseaux Bondissants. Dans cette émission audio, on va à la rencontre de femmes et d'hommes qui font vivre et évoluer ces thématiques. L'idée, c'est d'essayer de comprendre ce qui se cache derrière ces termes, souvent abstraits, à travers les parcours inspirants de nos invités pour vous donner l'énergie de faire bouger les choses. On a envie de vous gorger de positif et de vous donner plein de motivation pour réaliser vos projets. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on est avec Marine Calmet, juriste en droit de l'environnement et cofondatrice de Wild Legal, un programme interactif pour la transition juridique et les droits de la nature. Marine est une jeune femme de 29 ans, débordante d'énergie et d'initiative dont le dévouement est très communicatif. Elle saura vous donner envie de vous investir. On parlera de son parcours, de son engagement précoce pour la cause environnementale, de ses aventures en Guyane française au contact des populations amérindiennes et de sa vie d'indépendante au quotidien. Elle vous donnera les clés pour vous engager à votre échelle dans la défense de l'environnement. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcasts, SoundCloud, Deezer ou Spotify. Ça nous motivera vraiment à vous en proposer davantage. Et maintenant, bonne écoute. Donc, bonjour Marine. Bonjour. Comment ça va ? Ça va, merci. Merci à toi, merci beaucoup de nous accueillir dans ton appartement parisien. Vous êtes les bienvenus. Alors Marine, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours de juriste en environnement ? Alors, ça commence à remonter un petit peu, puisque j'ai 29 ans maintenant. Donc ça fait 4 ans que j'ai fini mes études. En gros, j'étais pas du tout partie pour faire ça, puisque j'ai étudié le droit comparé franco-allemand, et plutôt dans le domaine des affaires, à Berlin. Donc il n'y avait pas grand-chose qui me prédestinait en fait à finir à faire du droit de l'environnement en Guyane française. Mais j'ai toujours aimé comparer les différents systèmes juridiques pour essayer de comprendre ce qui allait pas, ce qu'on pouvait changer, qu'est-ce qui faisait qu'il y avait des différences. Et puis, donc j'ai passé mon diplôme d'avocat. Et là, j'ai commencé à beaucoup militer parce que c'était un moment où je suis revenue à Paris après mes études. Je suis tombée dans les milieux militants, j'ai commencé la politique. J'ai commencé à faire du coup pas mal de recours en justice contre Flamanville. On montait notre affaire à tous. C'était en 2015. Donc voilà, je me suis un peu jetée là-dedans à corps perdu et je me suis formée comme ça. Et donc ensuite j'ai eu mon diplôme d'avocat et quand il a fallu passer des entretiens d'embauche et me faire embaucher dans un cabinet, là je me suis rendu compte que c'était pas vraiment mon monde à moi. Et on m'a fait très clairement comprendre que en fait les cabinets d'avocats en droit de l'environnement ils défendent plutôt Total, Vinci et Monsanto. Donc il n'y a pas de place pour les militants dans les cabinets d'avocats traditionnels. C'est que ceux qui défendent l'environnement, en général, ils font pas beaucoup d'argent et ils embauchent pas vraiment. Donc du coup, mon expérience, c'était marrant. Dans un cabinet d'avocats, ils ont regardé mon CV. C'est une expérience drôle parce que la personne m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Mais mademoiselle, mais vous comprenez, vous êtes chez les méchants ici. » Et je me suis dit « Bon, je vais laisser tomber, c'est pas une bonne idée, c'est peut-être pas mon monde à moi. » Et on m'a proposé, du coup, j'ai commencé à travailler pour l'association Nature Rights en Guyane française. Ils avaient besoin d'une juriste pour aller soutenir techniquement, juridiquement, la restitution des 400 000 hectares aux peuples autochtones de Guyane française. Et comme j'avais fait du droit foncier et du droit de l'urbanisme, je suis partie. Et j'ai passé finalement 2 ans entre Paris et la Guyane à travailler sur ces sujets-là. Donc ça, c'était à quel niveau d'études que tu as commencé à collaborer ? Parce que est-ce que tu travaillais avec eux ? Tu étais bénévole ou Oui, j'ai commencé à être bénévole pour l'association peut-être 1 an avant. Et puis pendant ce temps-là, je passais mes derniers concours, parce que pour être avocat, ça prend quand même 1 an, voire 1 an et demi de plus. Et donc quand j'ai eu le diplôme d'avocat, après je suis partie directement en Guyane. Donc, est-ce que l'expérience en Guyane, c'était ta première expérience en droit de l'environnement en tant que militante pour travailler pour les gentils ? Oui, c'est ça. Non, j'avais commencé, comme je te disais, peut-être un peu plus d'1 an avant, j'avais attaqué
Par exemple, les autorisations qui concernaient la cuve de Flamanville, la cuve défectueuse. Et puis j'avais attaqué aussi les autorisations de prolongation. Donc je m'étais de la cuve, enfin du coup de l'usine de de la centrale de Flamanville, pardon. Donc j'avais attaqué aussi la prolongation de l'autorisation de travaux sur la centrale de Flamanville. Enfin, j'avais fait pas mal de droit nucléaire. C'était un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et je m'étais mobilisée sur Notre-Dame-des-Landes. Des sujets un peu, peu pointus comme ça. On travaillait d'arrache-pied aussi sur le premier recours en carence fautive contre l'État français pour sa carence dans la lutte contre le réchauffement climatique avec notre affaire à tous, qui était à l'époque une toute petite asso. Et puis, donc non, je faisais beaucoup de droit déjà, mais plutôt du coup pendant les études. Et une fois que j'ai eu mon diplôme d'avocat, là, c'est vraiment... là, je suis arrivée en Guyane et puis j'ai commencé aussi à militer pour le collectif Hors de Question, donc opposé à la Montagne d'Or. J'ai déposé le recours contre le permis d'exploitation de Montagne d'Or. Et donc j'ai continué comme ça à mobiliser sur ces sujets-là en Guyane. Ouais. Ça m'intéresse beaucoup de savoir, tu dis que tu étais encore étudiante et que tu t'es lancée à corps perdu immédiatement, comme ça, tu es partie travailler auprès de ces associations. Et qu'est-ce que ça veut dire en tant qu'étudiante, qu'est-ce que tu as pu apporter à ces projets qui sont essentiels pour la protection de l'environnement aujourd'hui ? Souvent, malheureusement, les associations écolos, elles n'ont pas forcément d'avocats. C'est-à-dire que, par exemple, le collectif Hors de Question n'avait pas d'avocat. Ça coûte très cher. C'est quelque chose que toutes les associations ne peuvent pas se permettre. Et donc, du coup, quand tu es étudiant, tu as un peu plus de temps, normalement. Et tu peux aussi décider de mettre ce temps à contribution pour toi te former, découvrir aussi ce que c'est sur le terrain, de s'engager, découvrir la réalité aussi de ces associations, qu'est-ce que ça veut dire pour ces bénévoles, et puis pour le coup de leur fournir un vrai travail, c'est-à-dire que eux n'auraient peut-être pas les moyens d'embaucher un avocat, et toi tu as les compétences pour les mettre à disposition d'une asso, donc il faut le faire, quoi. D'accord, donc ça, c'était du conseil, de la rédaction, des choses comme ça. Et c'est ça. Et tout ça bénévolement. Mm-hmm. D'accord. Ouais, la nuit. La nuit, oui, mais parce que je pense que c'est important quand tu es étudiant ici d'avoir un... Après, c'est aussi parce que c'est des matières absolument passionnantes, avec un aspect aussi politique extrêmement fort, c'est-à-dire que c'était pas un petit sujet, Montagne d'Or, c'était déjà en train de devenir le sujet qui était l'épine dans le pied du gouvernement, et que politiquement, moi, en fait, j'étais révoltée par le fait que ce soit un projet qui me rappelle tout ce qu'on a fait en Afrique et ces Bolloré, c'est l'accaparement des terres, sauf que là, c'est du côté de l'Amazonie, avec des peuples autochtones. Et je trouve ça assez inacceptable du point de vue politique d'avoir encore ce genre de projet. Ouais, je pense que c'est intéressant que tu décrives un petit peu ce que c'est que ce projet, parce que pour la plupart des gens, c'est un titre. Ils se disent Montagne d'Or, la Guyane, où est-ce que c'est Ouais. La Guyane, c'est la Guyane française, de l'autre côté de l'océan, c'est de l'autre côté de l'Atlantique. C'est une toute petite parcelle amazonienne, 8 millions d'hectares de forêt quand même, dans le nord-est de l'Amérique du Sud, donc coincé entre le Brésil, le géant du Brésil, et le Suriname. Et c'est une colonie française, historiquement, donc dans laquelle on envoyait nos bagnards. Et puis aujourd'hui, il reste une politique minière de pillage, d'extractivisme, contre lesquels j'avais très envie de me mobiliser et de mettre à disposition mes connaissances juridiques pour aider les associations. Et le projet de Montagne d'Or en particulier, est-ce que tu peux le Alors, décrire ? le projet de Montagne d'Or, c'était un projet, je vais parler au passé parce qu'on l'a presque enterré, mais bon, c'est pas encore complètement fini. Le projet Montagne d'Or, donc c'était le plus grand projet de mine d'or à ciel ouvert que la France a jamais envisagé de faire sur son territoire. C'est une mine à ciel ouvert, donc un trou dans la forêt, pour aller chercher des ressources aurifères à une distance très éloignée en fait des premières villes du sud-ouest guyanais, parce que
En gros, il s'agirait de réhabiliter une piste de 120 km de long pour tous les jours faire passer des produits chimiques et notamment des explosifs pour aller chercher de l'or au fond de la terre. Et c'est sur un ancien site plein de vestiges amérindiens. Donc, et coincé entre deux réserves biologiques intégrales. Donc un lieu qui a à la fois une richesse énorme en termes de patrimoine biologique et en termes de patrimoine historique. Et à caractère sacré pour ces peuples qui sont les premiers habitants de ce territoire. Donc absolument inacceptable et qui connaissait déjà une forte mobilisation. Donc on est arrivé pour justement donner de l'ampleur, apporter un soutien juridique et faire connaître aussi ce projet en métropole parce que malheureusement trop souvent ce qui se passe en Guyane française reste en Guyane française, on entend très peu parler. Et là aujourd'hui ce qui est bien c'est que ce sujet guyanais est devenu un sujet métropolitain. Et systématiquement, le gouvernement était relancé sur ces questions. Quand est-ce que vous allez abandonner la montagne d'or ? Oui, parce qu'aujourd'hui, jusqu'à il y a peu, la Guyane française, c'était, pour les Français, le peu de Français qui savaient de quoi il s'agissait, c'était le film Papillon, où on envoyait les bagnards, les bagnards métropolitains pour soit finir leur jour, soit faire leur peine. Ou alors, éventuellement, s'ils sont un petit peu plus avancés dans leur savoir à propos du pays, c'est la base spatiale. Mais même la montagne d'or, c'est avant que ça devienne un sujet vraiment national, c'était très peu connu. Et même de savoir que la France possédait une petite partie de l'Amazonie, mais tout de même des millions d'hectares de forêt, c'était inconnu de la plupart des citoyens. Mm. Et toi, comment tu as pu rentrer en contact avec une association ? Qu'est-ce qui t'a poussé Là, pour le coup, donc je travaille avec Nature Rights qui m'a proposé d'y aller parce qu'ils voulaient développer un projet qu'ils ont appelé l'école des savoirs de la forêt. Et donc, sur le territoire, les peuples autochtones qu'ils ont rencontrés, avec qui ils travaillaient, disaient c'est très bien l'école des savoirs de la forêt, mais avant ça, on a un gros problème à régler, c'est la restitution du foncier. Parce que pour construire des écoles, pour monter des projets de permaculture et tout ça, il nous faut de la terre. Et donc, mon rôle, c'était d'aller aider à récupérer la terre pour qu'ensuite, on puisse en fait installer ces projets. Donc là, tu es encore étudiante ? Là, non, maintenant, c'est bon, j'ai fini. Non, mais au moment de ce projet de la montagne d'or ? Au tout début du projet Montagne d'or, je crois bien que j'étais encore étudiante pour passer mon diplôme d'avocat. Ouais. C'était en quelle année ? J'ai commencé en 2016, fin 2016, je crois. D'accord. Et est-ce que tu peux nous décrire cette association dont tu parles, Nature Rights ? Nature Rights, c'est une association qui a été créée en 2009. Elle s'investit pour la reconnaissance des droits de la nature et des droits des peuples autochtones. Et elle monte des projets de permaculture, donc notamment en Guyane française, et appuie et soutient d'autres projets un peu partout dans le monde. D'accord. Et donc toi, tu as travaillé pendant plusieurs années en tant que responsable de plaidoyer ? Chargé de plaidoyer. Chargé de plaidoyer. Mm-hmm. Et donc, qu'est-ce que ça signifie, chargé de plaidoyer ? Parce que pour moi, tu es juriste en environnement et d'un coup, on nous parle de plaidoyer. Ça veut dire qu'en plus d'avoir un rôle scientifique de recherche documentaire et de sémantique, et d'écriture, de rédaction, et tu dois en plus être représentante de la cause face au public. C'est ça. En fait, c'est aussi un peu le rôle de porte-parole, on pourrait dire ça. C'est-à-dire que, en gros, c'est élaborer. Quand on parle de plaidoyer, c'est élaborer en fait des éléments de langage, élaborer des demandes, des propositions, notamment sur la question des droits de la nature. Donc, travailler en fait à un projet et le plaider auprès des institutions, que ce soit de nos élus, de nos institutions représentatives en France, et essayer en tout cas d'obtenir des avancées. Par exemple, sur les droits de la nature, comment formuler les droits de la nature, comment les reconnaître en droit français, qu'est-ce que ça impliquerait. Donc il y a une grosse partie de mon travail qui était consacrée à donner des conférences, écrire des textes, rencontrer des institutions. C'est un peu ça le rôle du chargé de plaidoyer. Et est-ce qu'aujourd'hui tu penses que la faille ce qui fait que la nature n'est pas suffisamment protégée par les lois et qu'on puisse encore se permettre de détruire des espaces naturels ou des espaces culturels
euh, ancestraux. Est-ce que tu penses que c'est un besoin d'évolution du droit en lui-même ou un problème de communication entre les différentes disciplines, que ce soit l'écologie, l'archéologie, la sociologie et le droit, le tout relié aux politiques? Je pense qu'il y a un peu de tout ce que tu viens de dire, en fait, parce qu'il y a une question sociale et culturelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous a plus ou moins coupé de la base, coupé de la nature, et nos lois, en fait, finalement, représentent cette relation qu'on a déracinée et cette société qui n'est plus forcément en phase, justement, avec le fonctionnement de la nature. Et donc, dans ce fonctionnement aujourd'hui de nos sociétés, on peut librement s'accaparer les ressources naturelles, détruire des territoires et mettre à mal finalement nos conditions d'existence. Et tout ça de façon tout à fait légale, de façon tout à fait justifiée, économiquement parlant, politiquement parlant, validée. Et ça, donc c'est culturel, c'est-à-dire que à la fois il faut une prise de conscience aujourd'hui pour changer les choses et faire évoluer les choses dans le bon sens. Ça veut dire une prise de conscience de l'état actuel des choses et ensuite transformer le droit. Mais le droit vient toujours après, c'est-à-dire qu'on n'impose pas par la force des changements juridiques qui seraient pas acceptés ou acceptables du point de vue humain. Donc notre travail il consiste aussi à éveiller les consciences en disant mais voilà, les droits de la nature c'est aussi un nouveau schéma de société dans lequel les éléments naturels ont aussi des droits, pas exactement les mêmes que les êtres humains, mais des droits similaires comme le droit de perdurer, le droit d'avoir le respect de leurs cycles vitaux, le droit de ne pas être pollué. En fait, le droit à une dignité et à une protection de la part des êtres humains. Et en fait, on s'appuie tout simplement aussi sur des expertises scientifiques qui nous démontrent largement aujourd'hui qu'on outrepasse les limites planétaires, qu'on va à l'encontre du fonctionnement de notre planète. Et donc, en soi, ce qu'on demande, nous, c'est de réfléchir à notre système de société pour qu'à nouveau, il soit respectueux des lois du vivant, des lois biologiques, du fonctionnement de nos écosystèmes, et donc adapter notre droit pour qu'il ne soit pas en contradiction avec ces lois biologiques. Parce qu'une société qui reposerait sur des lois qui sont contraires aux lois du vivant, par définition, elle n'a pas d'avenir. Elle ne peut pas perdurer, elle n'est pas pérenne, elle n'est même pas sûre pour les êtres humains qui sont incapables du coup de garantir leurs conditions d'existence. Et donc c'est vers ça, nous, qu'on veut faire évoluer le droit, mais de façon aussi positive et créative. C'est-à-dire que moi, la plus grande partie de mon travail consiste à inventer quelque chose qui n'existe pas encore. Et c'est ça que j'adore, c'est que moi, j'ai les cartes blanches d'une certaine façon pour inventer un droit qui n'existe pas, en apprenant justement, en me basant sur les sciences, en étudiant ce qui se fait dans d'autres pays et en regardant justement quel retour on a du point de vue aussi des citoyens. Parce que j'ai eu la chance, je travaille aussi avec des citoyens, par exemple dans la Convention citoyenne pour le climat, des gens qui sont justement impliqués, qui ont des responsabilités et qui peuvent nous faire des retours, nous inspirer aussi des changements. Donc on est un peu en résonance avec tout ça. Donc, aujourd'hui, tu dirais qu'on est un petit peu à un moment historique, à un moment pivot de notre société, parce qu'on n'a jamais eu autant de connaissances quant au changement climatique, à notre impact sur la 6e extinction, ce genre de gros titre qui fait peur. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que toi et tes confrères, la nouvelle génération, vous pilotez un petit peu à vue, parce que c'est quelque chose qui est complètement nouveau. C'est un nouveau type de droit qui est jeune et qui a besoin d'impliquer le plus possible les citoyens, les populations, que les gens soient beaucoup plus au courant de ce qui se passe et pourquoi vous le faites. Et j'ai perdu mon point. Non, mais nous, on navigue à vue. Comment dire ? Je pense que le problème, c'est que les sciences, tu parlais des sciences qui interagissent les unes avec les autres. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans le droit comme dans les sciences, d'ailleurs, on a tout sectorisé. C'est-à-dire, il y a les ingénieurs miniers, il y a des biologistes, il y a des écologues, il y a des forestiers.
Et en fait, dans le droit, c'est pareil. Tu as des spécialistes du code minier, des spécialistes du code nucléaire, de l'urbanisme et tout ça. Et on a tout sectorisé parce que c'est devenu tellement complexe, on a tellement de connaissances et on n'est plus capable de voir les interactions. C'est-à-dire qu'on voit des secteurs d'activité, des spécialités, mais on n'a plus cette vision globale, comme ce que dit Edgar Morin, la pensée complexe, qui nous permet de voir les interactions entre les choses, entre ces différents domaines d'activité. Et en fait, ce que vient faire les droits de la nature, c'est dire, mais chaque domaine du droit ou chaque activité humaine est liée à son fonctionnement, à la nature. Et donc, nous, on se repose beaucoup sur une théorie qui est celle des limites planétaires. Donc, c'est 9 limites planétaires élaborées par 26 scientifiques. C'est un groupe qui est mené par Johan Rockström, un scientifique qui a établi du coup ces 9 limites et les interactions qu'elles ont entre elles, justement, pour dire, voilà, à l'intérieur de ces 9 limites, l'écosystème Terre est stable. Si les activités humaines vont au-delà de ces limites planétaires, le franchissement de ces limites aura un effet domino sur les autres. C'est par exemple le dépassement des émissions de gaz à effet de serre, la disparition de la biodiversité, les captages en eau, les transformations de l'usage des sols, toutes ces limites planétaires qui ont été élaborées par les scientifiques et qui disent, voilà, scientifiquement, nous on est capable de dire, voilà les limites dans lesquelles l'activité humaine doit être contenue si on veut garantir la préservation des écosystèmes, le bon fonctionnement des écosystèmes. Et nous, en droit, du coup, quand on entend ça, on se nourrit évidemment de cette pensée scientifique et on dit, voilà, le droit doit être pareil. Il doit réfléchir en écosystème. Le fonctionnement de la nature fonctionne en écosystème avec des interactions. Nous aussi, comment dans le droit, on traduit ça et on sort du code de l'urbanisme, du code minier, du code des contrats, du code civil. Comment on fait en sorte que justement notre schéma de société et nos relations entre les humains et les non-humains fasse qu'on garantisse justement le bon fonctionnement de notre planète. Mais, tu disais tout à l'heure que le droit ne pouvait pas être imposé avant un changement dans la société, mais parce que je pense que tout le monde est convaincu de la légitimité de la démarche du droit environnemental tel que vous l'avez, non ? Il y a plein de gens qui sont pas, déjà, pas au courant, et 2, qui sont à 100 000 de ces préoccupations, voire même qui se sentent agressés par ces questionnements et qui aimeraient... Enfin, je le milite beaucoup. Hein. Il y a des gens qui disent on en a ras-le-bol d'entendre parler d'environnement, on en a ras-le-bol du climat, ça sert à rien, c'est des fausses informations qui sont complètement dans le déni, en fait. Nous, ça nous semble évident parce qu'on est dans ces milieux écolos, on parle entre nous, on s'entend, et puis évidemment, les gens nous disent bah oui, c'est une évidence, les limites planétaires. Mais en fait, pour énormément de gens, à la fois, c'est pas une évidence. Et en plus de ça, ça va à l'encontre de leur quotidien. Et ça, ils n'ont pas du tout envie de le voir venir. Et les entreprises, c'est pareil. Donc, il y a beaucoup de gens à convaincre. Ouais. Au contraire. Et comment aujourd'hui faire avancer la cause, du coup, en essayant de créer un mouvement dans la société, mais en combattant, du coup, c'est les espèces de pantoufles en ciment que chacun a pour conserver son quotidien tel qu'il est dans son petit confort, et en plus combattre le pouvoir des lobbies ou des grandes entreprises en général. Et est-ce que tu as l'impression que la partie n'est pas déjà perdue ? Moi, personnellement, j'ai choisi de pas justement tomber dans l'écologie du quotidien, parce que je crois pas que... j'ai pas envie en fait de perdre de temps à responsabiliser les individus un par un. J'y crois pas tellement. Alors que 80% des émissions de gaz à effet de serre, on peut les attribuer à des gros industriels, des gros pollueurs. Je préfère m'attaquer directement à ces industries-là et à mettre le paquet justement dans mon travail qui consiste à la fois de les attaquer en justice et de promouvoir des lois qui les contraignent, plutôt que de dire aux gens acheter des cotons-tiges en carton. Voilà, franchement, ouais. Je pense que je dénigre pas du tout l'écologie du quotidien, mais par contre, mon domaine à moi, c'est pour moi, il faut vraiment prendre le mal à la racine. Et quand j'entends qu'on va interdire les gobelets en plastique en 2040,
ça me donne des frissons, quoi, parce que justement, ça, c'est typiquement le genre de résultat qu'on a quand on n'a pas la pensée complexe, quand on est incapable de dézoomer et de voir le tableau dans son ensemble, qui n'est pas un problème de gobelet en plastique ou de coton-tige, mais véritablement un schéma de pensée qui est du jetable, qui est du non biosourcé, du non recyclable. Et je crois vraiment qu'on est obligé de s'attaquer au mal à la racine. Et c'est ça qui vient rétablir les droits de la nature. Parce que grâce à cette pensée justement de dire les écosystèmes ou les non-humains ont des droits, tout comme les humains ont des droits, là on rétablit un équilibre entre nous, les humains, et finalement tout le reste de notre habitat, des autres écosystèmes dans lesquels nous nous trouvons et dont nous dépendons entièrement. Et pour moi, c'est aussi un positionnement politique, c'est-à-dire qu'on n'est pas justement là en bon gestionnaire de territoire, comme ce qu'on voit beaucoup, je trouve, aujourd'hui. C'est-à-dire que l'humain ou le maire ou le préfet est un bon gestionnaire de son territoire, est capable de le développer, de créer de l'emploi. Alors que moi, je vois les territoires et les relations qu'on a avec ces territoires plus comme une relation justement d'identité. Déjà, être conscient de son identité et de son lien avec son territoire, c'est très fort. Et ensuite, on est des gardiens. C'est-à-dire que la maxime qui dit on n'est pas possesseur de la terre, on l'emprunte à nos enfants, c'est vrai. C'est dans le sens où tout ça, c'est une transmission à la fois de notre identité et de notre culture humaine, mais aussi tout ce qui nous entoure et la nature dans laquelle on se trouve, qu'il faut pouvoir préserver pour passer à nos enfants. Donc, une fois qu'on a compris ça, on ne se comporte pas du tout de la même façon vis-à-vis de nos territoires, justement. Et toi, donc tu l'as dit, ton angle d'action, c'est d'aller attaquer les gros poissons, plutôt que d'essayer de convaincre chacun de ne plus utiliser de sacs plastiques, mais des sacs réutilisables ou des cotons-tiges, comme tu disais, ou des pailles en carton, ou des choses comme ça, qui font sentir tout le monde bien au quotidien quand ils le font, mais qui finalement ont un faible impact sur la globalité. Et c'est sûr qu'on se sent tout petit et parfois inutile si on se donne beaucoup de mal avec des petits actes, des petits gestes comme ça au quotidien, et qu'on se rend compte que les gens peuvent voyager pour 2 ou 3 fois moins cher en avion qu'en train sur leur propre territoire, et que ça c'est uniquement parce que le carburant des avions est détaxé et le transport aérien sponsorisé. Et donc aujourd'hui la stratégie c'est chacun doit se responsabiliser, mais la mission du droit aujourd'hui de droit de l'environnement pour aller de l'avant, quoi, c'est vraiment attaquer les plus gros pollueurs pour créer un changement global. Si on veut, le raisonnement que moi je fais, après ça s'applique qu'à moi, parce que, encore une fois, je suis juriste, donc j'utilise les outils que j'ai. Mais pour moi, le raisonnement que je fais, il est en 2 temps. Je m'attaque à des gros pollueurs ou à des personnes justement qui représentent ce problème, et puis aussi le changement qu'il faut dans la société. Et j'utilise justement ces combats pour expliquer aussi qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut amener comme solution. C'est un peu, enfin je dis ça comme ça, mais c'est tenir les lignes en s'attaquant en gros pollueurs et déjà construire les fondations derrière les lignes pour que justement le jour où par exemple, on a fait tomber le projet Montagne d'Or, et derrière, il y a plein de petits projets de permaculture qui puissent voir le jour, ou des projets qui soient sur le territoire, qui soient locaux, qui soient durables, pérennes, respectueux de la nature. Et donc, c'est toujours en 2 temps. On ne peut pas juste dire non à quelque chose. Il faut aussi dire oui, et surtout, il faut dire ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on s'imagine pour plus tard. Parce que s'il ne suffit pas, par exemple, on l'a vécu dans le combat contre Total en Guyane française. Il ne s'agit pas de juste dire à Total, mais on ne veut plus d'exploitation pétrolière au large de la Guyane. Parce que qu'est-ce que vous dites aux gens qui doivent aller au boulot et mettre de l'essence dans leur bagnole? C'est aussi ça. On peut pas dire aux gens boycotter Total, mais ils ont besoin de leur bagnole pour amener leurs enfants à l'école, pour aller faire leurs courses et pour aller au boulot. On ne peut pas leur dire achetez une Tesla. Ah non, pas en Guyane, c'est pas possible. Même en métropole, on peut pas. Non, c'est ça. Et donc, il y a une vraie responsabilité aussi à pas être juste dans la violente où ça fait du bien et on n'est pas content. Non, il faut se creuser aussi un peu et être créatif. Et en plus, en vrai,
c'est tellement plus positif d'être dans la création que d'être dans la déconstruction permanente, parce que quand on est en train de réfléchir et d'actionner ses neurones à qu'est-ce qu'on veut comme société, c'est fédérateur, ça fait du bien, c'est créatif, c'est positif, alors que quand on est en contre, et je le sais parce que je suis passée par là, quand on est en contre, c'est de la colère, c'est souvent de la rage, de la déception, de la frustration. Il y a beaucoup de sentiments humains qui sont dans les mobilisations, qui sont en fait, c'est normal de vouloir redresser la tête et d'être en colère contre ces industriels ou contre ces gros projets pollueurs. Mais c'est important de garder un alignement personnel, de se dire je fais ça parce que je sais où je vais. Et pas juste parce que je suis en colère contre quelqu'un ou quelque chose, ou cette société de merde. Non, c'est vraiment être aligné, être positif, et aussi être un peu aussi en avant-garde. C'est pouvoir inspirer aussi des changements et pas juste être dans la destruction d'un modèle qui ne vous convient pas. Donc, quel regard tu poses? Peut-être un regard bienveillant et le regard de quelqu'un qui est passé par là, que tu poses sur les manifestations étudiantes pour le climat, ou les réactions et la médiatisation de Greta Thunberg, ce genre de choses. Et quel regard tu portes sur ce genre d'événements? Moi, je trouve ça génial. Vraiment, c'est extraordinaire. Donc pour toi, c'est pas que de la colère, c'est de la motivation, Je pense qu'en fait, il y a plusieurs choses. C'est que à la fois, elle a besoin d'exprimer ça, et elle le fait avec vraiment beaucoup de talent. Et en même temps, il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce message-là et de vraiment qu'on leur porte aux oreilles ce discours. Et on voit bien que c'est pas agréable, puisqu'il y en a qui réagissent très fortement au discours de Greta Thunberg alors que c'est une enfant. Et d'un autre côté, je pense aussi qu'elle inspire énormément de jeunes, justement, qui sont dans leurs études ou qui vont faire des études et qui vont choisir du coup de s'investir plutôt dans les formations qui ont un lien avec l'environnement, parce qu'ils vont se dire moi aussi je veux être utile, moi aussi je veux m'investir. Et donc même si le message qu'elle a c'est de la colère, derrière elle inspire énormément de choses positives, et elle fait grève pour le climat, mais elle est rejointe par énormément de jeunes qui eux vont pas juste devenir des grévistes, qui vont devenir les prochains militants, les prochains bâtisseurs aussi de la société, de la transition. Justement, ça m'intéresse. Quel conseil tu donnerais aux jeunes, par exemple aux lycéens qui sont aujourd'hui en terminale ou en première et qui vont mettre leurs vœux dans la plateforme dédiée? Je me souviens plus, c'était il y a longtemps. Maintenant, ça s'appelle Parcoursup. Dans Parcoursup. Quel conseil tu pourrais leur donner pour... disons qu'ils sont un peu perdus, ils vont aller en fac de droit, ils sont convaincus qu'ils vont aller en fac de droit, comme moi j'étais convaincu d'aller en fac de biologie, et ils veulent travailler dans la protection de l'environnement. Quel conseil tu leur donnerais? Moi, je leur conseillerais de faire le parcours que tu as suivi, d'aller étudier la nature, parce que je pense qu'aujourd'hui, avec ce qu'on entend dans les médias, c'est pas suffisant. On ne nous apprend pas forcément le fonctionnement de la nature. On a beaucoup de mal à comprendre le fonctionnement des écosystèmes, la biologie, l'ingénierie justement de la permaculture, et comment fonctionne la vie en fait, tout simplement, parce que moi je me souviens de mes cours de bio, j'ai fait S pourtant. Alors, j'ai pas appris grand chose, il faut être honnête, et je pense que ça manque. Et sinon, honnêtement, si ils savent pas quoi choisir tout de suite, je leur conseillerais d'aller travailler avec des associations et de faire un service civique, et d'aller découvrir justement sur le terrain à quoi ça ressemble, de s'engager au quotidien avec des associations. Parce que aujourd'hui, le parcours classique, c'est de travailler en entreprise ou, enfin en tout cas, de faire des études, alors qu'en vrai, on peut s'inventer son propre parcours dans la vie. On n'est pas obligé justement de suivre le parcours classique. Moi, je sais que mes parents ont pété les plombs quand je leur ai dit que j'allais partir en Guyane française travailler avec des peuples autochtones. Ils m'ont dit mais c'est quoi? C'est un hobby? J'avais bac plus 8, mon diplôme d'avocat. Mon père m'a dit non mais attendez, là il est temps de commencer à travailler maintenant. Tu as ton diplôme d'avocat, on comprend pas. Et en fait, ça leur a mis énormément de temps à comprendre ce que je voulais faire. Mais moi, j'étais vraiment persuadée que c'est à travers les expériences que tu fais sur le terrain que tu découvres qui tu as envie d'être déjà et ce que tu as envie de faire.
Et c'est pas les 8 années de droit que j'ai fait, c'est pas elle qui finalement, parce que j'ai fait du droit comparé franco-allemand, hein, j'avais vraiment aucune raison de finir en Amazonie française. Aujourd'hui, finalement, c'est justement en lâchant complètement et en me disant ouais, je vais aller découvrir quelque chose que je connais pas, que j'ai fait le parcours que j'ai fait. Mais ça demande voilà, du lâcher prise, de se faire confiance, de savoir ce qu'on a envie de faire, parce que pour le coup, aujourd'hui, il y a plein d'associations qui te permettent de faire énormément de choses, que ce soit dans la solidarité, dans l'écologie. Et si tu sais pas exactement quoi faire à la sortie du bac, il faut prendre le temps et découvrir ça avec le temps que tu as devant toi pour retomber justement et pour te faire une idée de ce que ça veut dire aussi s'investir, parce que je peux comprendre les jeunes qui pour le coup se disent mais en fait la Terre est en train de mourir. On peut rien faire, c'est trop tard. Voilà, c'est trop tard. Je connais pas mal de jeunes qui disent ça, c'est trop tard, de toute façon ça sert plus à rien. Et là, forcément, si tu commences à réfléchir comme ça, c'est sûr que même faire des études ne voit pas vraiment l'intérêt, parce que moi, c'est pareil, ce serait noix de coco hamac si j'y croyais plus. Au fond de l'Amazonie, je ne bouge plus. Alors que je me dis qu'au contraire, quand tu es jeune, normalement, c'est là où tu crois que tu as la vie devant toi, que tu es increvable, que tu peux tout faire. Donc, je pense qu'il faut cultiver ça et que les jeunes continuent à se dire si, au contraire, justement, je peux être le prochain ingénieur qui va trouver la matière qui va nous sortir ce plastique des océans, ou trouver des solutions extraordinaires et rêver en fait de ce qu'on va pouvoir faire de cette situation. Le prochain juriste qui permettra de créer les lois qui protégeront la nature et qui permettront une vie beaucoup plus en harmonie avec nos écosystèmes. C'est pour ça que j'ai créé Wild Legal, du coup. Non, parce que quand je suis revenue de Guyane après 2 ans, en gros, ce que je dis, je m'étais beaucoup battue et j'avais un sentiment assez négatif justement de ces 2 ans, parce que c'est fatigant de se battre toujours contre des choses. Là, on s'était quand même mobilisé pendant des mois contre la mine d'or en Guyane, ensuite contre les forages pétroliers. Et puis d'être assez seul finalement. En fait, tu es toujours entouré, mais tu es toujours dans une minorité. Et parce que les militants écolos sont, en termes numéraires, beaucoup moins que le reste de la population. Et donc, du coup, oui, c'est assez solitaire. Même si, en vrai, c'est une famille incroyable, aussi, le militantisme. C'est que moi, c'est des gens que j'ai rencontrés, avec qui j'ai vécu des trucs complètement dingues. Mais après, c'est pour ça que j'ai voulu créer, après ces 2 ans, mon asso pour transmettre ce que j'avais appris. Donc, à la fois que ce soit un outil pour continuer à militer, et en même temps que ce soit un outil de transmission, parce que je suis vraiment persuadée qu'il faut justement plus de juristes pour les droits de la nature, parce que si on n'est pas énormément, au final, on n'arrivera pas à impulser ce changement, cette dynamique nouvelle. Et j'étais pas mal contactée par des jeunes, justement, en fac de droit, qui me disaient « Mais moi, je vais faire ce que tu fais là, comment je fais, quel parcours tu as eu ?» Et je leur disais « Moi, j'ai fait du droit comparé franco-allemand. » Ils me disaient « Ah bon ?» Hyper déçus. Je disais « Mais en fait, la question n'est pas qu'est-ce que j'ai fait comme parcours, mais justement qui j'ai rencontré, sur quel projet je me suis battue. » Et donc, l'idée de Wild Legal, c'est une association qui sert justement à former les prochaines générations de juristes, pas forcément en droit de l'environnement, aussi en droit administratif, en droit des libertés fondamentales et tout ça, pour qu'ils puissent avoir cette nouvelle vision de la société qui est les droits de la nature, donc un nouvel outil de perception de notre société à travers justement cette relation qui n'est pas anthropocentrée, qui n'est pas autour de l'humain, mais qui est biocentrée, qui nous permet justement de revenir à l'humain et au non-humain, et de cette relation entre nous, et de leur transmettre ce que moi j'avais appris auprès des peuples autochtones, auprès des militants guyanais, auprès de tous les gens en fait que j'ai croisés sur mon chemin et qui m'ont transmis ça. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on met en place un programme qui leur permet, grâce à un cas concret d'écocide, de violation des droits de la nature,
de s'entraîner, de comprendre la situation, de se mettre en situation d'être sur le terrain, et donc de se former à ces questions-là et de travailler sur un cas concret qui sera ensuite, dont le résultat sera ensuite communiqué aux associations pour véritablement les aider, les soutenir juridiquement, parce que voilà, comme je disais au début, le problème c'est que souvent les associations n'ont pas ce soutien juridique. Et donc là, faire travailler des jeunes, et notamment des juristes, sur des dossiers qui sont juridiques, et de leur demander d'être créatifs et de transformer leur savoir en impulsant en fait les droits de la nature dans leur mode de pensée, c'est grâce à ça qu'on veut former les nouveaux gardiens de la nature et Donc- protéger nos écosystèmes. Ouais, donc ce que je comprends de ton asso, donc Wild Eagle, que tu as fondé avec Simon. Simon comment déjà? Rossard. Voilà. C'est permettre à des jeunes étudiants qui n'ont pas de recul, ouais, comme le droit environnemental, du point de vue des gentils, on va dire. Ouais. Les grandes industries polluantes étant les méchants, pour caricaturer. C'est permettre à des jeunes étudiants de faire de participer à des faux procès sur des cas réels d'écocide, donc de crimes contre la nature, et ainsi essayer de dégager peut-être des jurisprudences. Donc j'utilise des termes que je connais mal. Non, c'est ça. C'est exactement ça. C'est relire notre droit tel qu'il est actuellement pour impulser des modifications de lecture. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, dans notre Constitution et dans notre Charte de l'environnement, en fait, il y a déjà énormément de choses. Et de leur donner en fait ce déclic de se dire, je pourrais peut-être relire les textes et suggérer au juge une autre façon de l'interpréter. C'est-à-dire, quand il y a écrit dans notre Charte de l'environnement, par exemple, que chacun a l'obligation de protéger l'environnement, la nature, ça veut dire que moi, j'ai par exemple le droit d'agir en tant que gardien. J'ai le droit de protéger la rivière en bas de chez moi, j'ai le droit de m'investir dans la protection de ma forêt, moi en tant qu'individu, ou j'ai le droit de m'investir dans une association et de défendre les droits de cette forêt ou de ce fleuve. Et donc, en fait, il s'agit toujours d'une lecture. Par exemple, là, il y a quelques jours, il y a 15 jours à peine, le Conseil constitutionnel a pris une décision, justement, qui réinterprète le droit tel qu'il était actuellement. Il a décidé de consacrer un objectif à valeur constitutionnelle qui rappelle que, en fait, la protection de l'environnement, c'est le bien commun des êtres humains. Et donc, qu'il est de la responsabilité de l'État de mettre en balance la liberté d'entreprendre et la protection de l'environnement dans ses décisions. Et ça, c'est typiquement, justement, mettre en balance, finalement, les intérêts propres de la nature à être conservés, à être protégés, et les intérêts des entreprises et des personnes privées à faire toujours plus d'argent, à s'accaparer la nature. Et donc, le juge constitutionnel a revu sa lecture sur un cas très concret et a fait évoluer la jurisprudence. Et ça, c'était quelque chose qui n'était pas arrivé justement depuis la création de la charte, hein, ça remonte pourtant déjà. Et en fait, c'est exactement ça qu'on veut créer avec Wild Eagle, c'est-à-dire prendre des vrais sujets, porter ces sujets devant les juridictions ou devant les institutions et faire en sorte qu'il y ait une nouvelle lecture qui s'impose, en fait, vu l'urgence écologique, vu l'urgence climatique, qu'il y ait de nouvelles lectures qui s'imposent pour créer dans le droit des nouveaux outils pour accélérer en fait la lutte la lutte écologiste en fait. Mais est-ce que ce serait un petit peu comme des pièces de théâtre ou des choses comme ça où vous rejouez un procès et collectivement avec une partie d'attaque, de défense et qui à la fin d'un débat réussirait à ressortir une idée ou une jurisprudence, et ensuite, une fois que cette jurisprudence est sortie, vous pouvez aller voir un juge pour essayer d'orienter une interprétation pour les prochains litiges. En fait, ça repose sur plusieurs choses. Effectivement, comme tu l'as dit, il y a vraiment aussi ce côté nous on appelle ça les tribunaux écoles. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie formation où on travaille avec des étudiants et qui travaillent sur ce cas comme des juristes, hein, qui prennent le cas vraiment au corps, c'est-à-dire ils étudient à la fois les pièces, toutes les preuves. Nous, on a choisi justement de traiter cette année le cas de l'orpaillage illégal en Guyane française, sous l'angle de la carence fautive de l'État, puisque ça fait 30 ans que sur ce territoire, il y a une situation qui dégénère.
sur l'orpaillage illégal, c'est-à-dire qu'il y a des milliers d'orpailleurs illégaux dans la forêt et que l'État, malheureusement, n'arrive pas à faire face à cette situation, et ce qui conduit à la destruction des écosystèmes par l'empoisonnement au mercure, mais Donc aussi... l'orpaillage illégal, c'est-à-dire des personnes qui viennent pour extraire l'or c'est ça, du sol et dans la forêt. dans la forêt amazonienne, notamment en Guyane française. Mhm. Donc des personnes aussi bien françaises que brésiliennes. Plus largement du Brésil, Suriname, ouais. Beaucoup de Brésiliens qui viennent, ouais. Et qui utilisent du mercure pour séparer l'or de la terre et Exactement. récupérer ce minerai. Et ce mercure, qui est un produit extrêmement toxique, qui vient empoisonner les rivières globalement sur le territoire guyanais. Et les premiers touchés sont les populations autochtones qui se nourrissent, boivent, se lavent, vivent au contact de la rivière. C'est ça, exactement. Et en fait, c'était important déjà à la fois de faire connaître cette situation. Moi, ça me tenait très à cœur parce que j'ai noué des relations avec justement les Wayana, qui sont les peuples justement du Haut-Maroni et qui sont les premiers concernés par cette crise. Et parce que j'ai vu comme la carence véritablement de l'État français qui n'agit pas suffisamment pour endiguer ce phénomène. Et ça fait 30 ans que ça dure. C'est pas quelque chose qui est d'hier. C'est-à-dire qu'on le sait, on a fait des relevés de toxicologie dans le sang et dans les cheveux de ces personnes depuis très longtemps. On sait qu'ils sont contaminés et pour autant, on a une violation donc des droits humains, des droits environnementaux sur place et les mesures qui sont prises ne sont pas suffisantes. Donc ce qu'on voulait, c'était à la fois alerter grâce à ce sujet et former. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec des étudiants juristes pour qu'ils travaillent sur le cas, les pièces, les règles de droit, tous les droits qu'on pouvait soulever justement pour réclamer que l'État agisse. Et puis, former aussi le public, c'est-à-dire les sensibiliser, les former aux droits de la nature, car c'est un cas concret, qu'on comprenne en fait, grâce aux droits de la nature, qu'est-ce qu'on peut impacter, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut changer dans notre vision du monde. Et donc, on lance une formation en avril. Donc en avril, on se retrouve pour 3 jours de formation. Un jour qui sera vraiment dédié aux conférences, où c'est tout public, c'est-à-dire tout le monde peut venir s'inscrire à cette formation. C'est pas uniquement pour les juristes. Les juristes qui ont travaillé sur le cas, ils seront là. Et ils vont... Ce sera à Paris. Ce sera à Bordeaux. À Bordeaux. Du 16 au 19 à Bordeaux. Et donc, les gens peuvent s'inscrire. C'est vraiment... Il n'y a aucune sélection. On voudrait au contraire que ce soit ouvert. J'espère que justement il y aura des ingénieurs, si possible, pourquoi pas des philosophes, des anthropologues. Moi, ça me ferait très, très plaisir justement que ça intéresse le maximum de gens. Et des citoyens. Et des citoyens, évidemment, des gens qui se sentent concernés par ces questions et qui se demandent comment eux peuvent agir aussi chez eux. Et donc le but, c'est de les former à cette question donc, des droits des peuples autochtones, des droits de la nature, de ces questions de la protection des écosystèmes amazoniens. Donc une journée dédiée à la formation. Ensuite, on va leur demander de travailler en atelier sur des groupes thématiques, puisque ça impacte la santé, la sécurité sur le territoire. Donc les faire travailler sur ces questions-là. Et le 3e jour, donc le dimanche, il sera dédié à ce tribunal école, où justement on présentera les travaux fournis par les élèves et on montrera justement comment les droits de la nature peuvent influer sur une jurisprudence qui nous permette de transformer à la fois notre mode de gouvernance, puisqu'il s'agit quand même d'une question de gouvernance sur ce territoire. Si l'État français a la responsabilité justement de protéger les populations et les écosystèmes, qu'est-ce que ça implique en termes de gouvernance? Qu'est-ce qu'il faut changer dans notre système pour protéger nos territoires correctement? Et puis, comment on protège les droits des écosystèmes en tant que tels? Qu'est-ce qu'il faut faire en fait aujourd'hui? La situation, elle est grave. Le mercure, il est présent. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? À la fois en termes de réparation, comment on restaure ces écosystèmes, et puis comment on fait en sorte que ces populations qui sont directement impactées, dont l'alimentation est souillée par le mercure, comment on fait en sorte de trouver des solutions aujourd'hui pour leur venir en aide et pour agir tout simplement. Et ça, je pense que c'est une situation très particulière, c'est un cas pratique, hein, c'est vraiment... en plus, c'est loin. Donc évidemment, oui, c'est la France, mais c'est loin. C'est la France, mais c'est très très loin. Mais j'espère qu'il y a un engouement aussi en métropole pour ce continent à travers ce qu'on a tous vécu cet été, c'est-à-dire qu'on était tous devant notre télé ou sur notre téléphone à regarder l'Amazonie brûler. J'espère quand même que chez certaines personnes, ça a donné l'envie d'agir, et notamment pour ces territoires qui sont vitaux pour notre planète. Donc,
au Brésil, il se passe des choses graves, mais en Guyane française aussi, il se passe des choses graves. Et comme on est français, je pense que ça peut intéresser les gens en France de travailler sur ces questions-là. Déjà, Et de puis, savoir qu'il y a de l'Amazonie en France. c'est ça. Mais moi non plus, hein, et je vais pas vous mentir, il y a quelques années encore, j'ai découvert vraiment sur le tard qu'il y avait des peuples autochtones sur le territoire français, qui est en fait un territoire autochtone en Amazonie. Mais je l'ai appris sur le tard. J'ai appris sur le tard à connaître ces peuples, à connaître leur culture. Et ça aussi, j'ai très envie de le faire connaître ici en métropole, parce que c'est toute une part de notre culture et de notre histoire maintenant qu'on ignore. Et pourtant, c'est dommage, parce que c'est des peuples avec une diversité extraordinaire. Donc, comme on en parlait tout à l'heure, la thématique du Wild Eagle Camp de cette année, donc en avril, est-ce que tu peux rappeler les dates ? Donc du 16 au 19 à Climax, donc à Bordeaux, c'est sur l'écosystème Darwin. D'accord, donc c'est sur les thématiques de l'orpaillage illégal en Guyane. Est-ce que tu peux nous expliquer quels sont vraiment les enjeux et pourquoi c'est si complexe d'arrêter l'orpaillage illégal en Guyane ? Alors, tout d'abord parce que l'or est une valeur refuge, que en ce moment, justement, le cours de l'or augmente, et donc ce qui veut dire que forcément, il y a de plus en plus de personnes qui, attirées par l'argent qu'on peut se faire avec de l'or, viennent pour prendre ces ressources dans le sol. Et donc, notamment sur des territoires comme ça où il y a beaucoup de misère sociale, humaine, forcément, ça crée un appel d'air. Quand en fait, on a des cours de l'or qui augmentent, on a des vagues d'orpaillage aussi qui augmentent. Et donc, déjà, il y a une valeur sociale, parce qu'il faut voir que l'or, en fait, historiquement, c'est une construction sociale. La richesse qui est liée à l'image de l'or, elle est uniquement basée sur nous, notre fiction, qui nous dit que l'or est un symbole de richesse. C'est un symbole, vraiment. Et l'or utilisé dans les technologies, donc celui qui, en pratique, est vraiment utile et indispensable, ça représente à peine 8% de la masse totale d'or qu'on sort du sol, en vérité. Donc, la plupart de l'or qu'on extrait du sol va soit dans la bijouterie, pour la plus grande partie, soit retourne dans le sol, en fait, mais sous forme de lingots dans les banques. Donc, sert à la spéculation ou à des motifs esthétiques. Donc, ça, c'est une vraie question sociale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas régler de toute façon la question de l'or tant que l'or a cette valeur symbolique, cette valeur refuge, parce que tant qu'il y a des acheteurs pour l'or, il y aura des vendeurs. Et malheureusement, il y a aussi du coup le fait que cette misère qu'il y a au Brésil ou au Suriname fait qu'il y a cet appel d'air pour venir chercher cet or sous la terre d'Amazonie guyanaise. Et localement, c'est un problème complexe, puisque donc il y a l'aspect politique, puisque c'est une question aussi de collaboration entre les États voisins. Si on voulait stopper l'or, il y aurait évidemment la question de cette coopération qu'on pourrait mettre en place. Le problème, c'est qu'on voit bien politiquement, Bolsonaro... Le Brésil n'est pas très ouvert à la coopération internationale. Voilà, Bolsonaro et Macron ne sont pas super copains. Et Bolsonaro, ce qu'il ne tolère pas chez lui, parce que l'orpaillage est très durement réprimé pour le coup au Brésil, c'est pas son problème ce qui se passe sur le territoire français. Et donc la plupart des orpailleurs en Guyane sont des orpailleurs illégaux brésiliens. Mais il y a aussi beaucoup de matériel qui transite par le Suriname, et notamment du mercure, qu'on achète de façon très, très simple, en fait, dans les petites boutiques de l'autre côté du fleuve, du côté du Suriname. Parce que le Suriname, en fait, lui, exploite l'or. Alors même si officiellement, il a arrêté l'utilisation du mercure, dans les faits, on en trouve absolument partout. Donc la coopération internationale, c'est pas très facile non plus. Et puis en matière de moyens humains, il faut savoir que c'est très compliqué, parce qu'on parle d'une grande forêt amazonienne, une forêt primaire dans des températures tropicales, avec les maladies qui accompagnent aussi les orpailleurs, et des terrains extrêmement difficiles d'accès.
Donc c'est très compliqué en termes de défense, en termes d'accès des militaires sur les zones, et puis parce que les orpailleurs peuvent se cacher absolument partout, en fait, sous la canopée. Donc les interventions militaires sont compliquées, les arrestations sont compliquées, et on doit déployer des moyens humains en fait assez énormes, assez considérables pour ce territoire. Donc en termes d'investissement, c'est très complexe comme question. Et puis après, il y a tout ce qui est annexe, les questions comme la santé. Aujourd'hui, la France ne pratique pas de dépistage systématique des populations qui sont contaminées par le mercure, ce qui fait partie de nos demandes de base. C'est-à-dire que quand on a une catastrophe sanitaire, telle que c'est le cas en Guyane, à minima, on met en place un suivi sanitaire de ces populations, ce qui n'est pas fait. Et on devrait avoir aussi une aide en matière alimentaire, puisqu'aujourd'hui, à la fois à cause de la turbidité de l'eau, c'est-à-dire ces particules qui sont remises en suspension à cause des activités minières dans les fleuves, dans les cours d'eau, la turbidité est très forte, les poissons meurent en fait, à la fois à cause du mercure et de l'eau trouble. Et donc il y a très peu de poissons, étant donné qu'il y a beaucoup d'orpailleurs dans la forêt et que eux se nourrissent à la fois du poisson et du gibier. Il y a aussi un braconnage massif qui en fait a pour conséquence que les Wayana, qui sont les peuples sur le Haut-Maroni par exemple, n'ont plus accès à la nourriture en quantité suffisante, comme c'était le cas avant, puisqu'ils ont toujours tiré leur subsistance de la forêt ou du fleuve. Et donc ça pose des vraies questions en termes alimentaires. Donc il faut aussi imaginer qu'il va falloir trouver des réponses, des solutions pour leur permettre à nouveau d'accéder à une autonomie alimentaire. Parce que quand vous habitez dans un petit village en haut du Maroni, en fait, il vous faut une journée aller-retour en pirogue si vous voulez aller faire 3 courses à la ville la plus proche. Et ça, c'est quand vous habitez sur le Haut-Maroni. Si vous habitez sur l'Oyapock, c'est 3 jours. Et en saison avec l'eau haute, c'est-à-dire saison des pluies, parce que sinon ça peut durer presque une semaine. Oui, puisqu'il faut tirer la pirogue, Et il la faut faire tirer la passer pirogue. au-dessus les troncs d'arbres, Exactement. éventuellement couper les troncs d'arbres. C'est pas comme aller faire ses courses en prenant sa bagnole. C'est-à-dire que pour le coup, eux, leur environnement, s'il est impacté, c'est des conséquences immédiates sur leur façon de vivre. Ils se baignent dans le fleuve, ils lavent leur vaisselle dans le fleuve, ils lavent leurs habits dans le fleuve. Et moi, quand j'y vais, je le vois tout de suite quand l'eau est sale, parce que tu te grattes, l'eau est mauvaise et tu le sens immédiatement, ta peau gratte. Et ça, c'est les conséquences de tous les produits chimiques qui sont rejetés directement dans le fleuve. Et pourtant, on est au milieu de l'Amazonie. Donc c'est un sujet complexe qui a énormément de facettes différentes. Et justement, en élargissant la façon dont on prend ce problème, en fait, on peut voir à la fois la dimension sociale, environnementale, et puis tout le progrès que ça nous implique de faire. Et il y a une expérience qui nous inspire beaucoup, c'est celle des peuples de Colombie sur le fleuve Atrato. C'est un peuple justement qui était comme les Wayana extrêmement impacté par l'orpaillage illégal, à la fois des rejets énormes de cyanure et de mercure dans les eaux à cause de l'orpaillage qui avait lieu en Colombie. Et en fait, ils ont saisi la justice colombienne et ils ont demandé qu'on reconnaisse leurs droits justement face à l'orpaillage illégal. Et le juge de la Cour suprême de Colombie a effectivement reconnu à la fois leurs droits à eux en tant que gardiens du fleuve, les droits du fleuve en tant qu'entité et sujet de droit, et donc le droit de ce fleuve de ne pas subir cette pollution et l'obligation pour l'État de protéger le fleuve. Et donc l'État a été mis en demeure en fait par le juge de mettre en place un plan de lutte contre l'orpaillage à court, moyen et long terme et de constituer un conseil des gardiens du fleuve avec un comité scientifique pour lutter et remédier à cette pollution au mercure et mettre en place des nouveaux plans pour l'autonomie alimentaire et le dépistage du mercure. Comme quoi, en fait, et ça c'est les fondements des droits de la nature, c'est voilà à quoi servent les droits de la nature. D'autres peuples s'en servent déjà. Nous, aujourd'hui, on peut inventer des nouvelles solutions en s'inspirant de ce qui est fait par exemple en Colombie ou ailleurs pour provoquer en fait des jurisprudences nouvelles qui permettraient par exemple aux Wayana de faire reconnaître leurs droits, à la fois le droit à la santé, le droit à un environnement sain et le droit à leur nature d'être préservée, d'être sauvegardée. Et ça, c'est la responsabilité de l'État.
Sachant qu'aujourd'hui, l'action de l'État français concrète pour lutter contre cet orpaillage illégal, c'est l'opération Harpie, donc qui est la surveillance assez sporadique du territoire guyanais, de la forêt guyanaise. Donc imaginez des groupes de soldats qui partent un peu à l'aveuglette, à la recherche d'orpailleurs, de camps d'orpailleurs, qui marchent au milieu de la forêt, qui sont facilement repérables et qui arrivent toujours une fois que l'ensemble des orpailleurs sont partis. Et là, c'est la stratégie, telle que je la comprends, c'est d'essayer de faire en sorte que le retour sur investissement des orpailleurs ne soit pas assez important pour que ça vaille le coup qu'ils viennent en Guyane pour extraire de l'or. Mais aujourd'hui, elle est totalement inefficace. Je pense que tu confirmes. On arrive en fait à peine à contenir le phénomène. C'est-à-dire que là, à la fin de l'année dernière, on était à un taux record en vérité de sites d'orpaillage illégaux à l'intérieur du parc amazonien de Guyane, qui est pourtant censé être la zone justement de protection de la forêt. Et on en est à plusieurs centaines de sites sur le territoire. Donc on a un problème, c'est que on investit énormément de forces militaires, quand même 500 militaires avec les moyens logistiques. On fait du repérage par satellite, on envoie des gens en pirogue, parfois des opérations par hélicoptère. Donc en fait, c'est des moyens lourds, mais qui ont des conséquences très limitées en fait en termes de lutte sur le territoire. Donc, ce que ça nous fait dire, c'est que il faut faire plus. Malheureusement, il faut investir plus de moyens humains, plus de moyens logistiques. Et puis, il y a d'autres choses à côté, c'est-à-dire que on ne peut pas voir ça de façon isolée sans, par exemple, lutter aussi contre l'entrée du matériel sur le territoire. Parce qu'en fait, le matériel d'orpaillage, c'est du matériel lourd. On doit pouvoir contrôler aujourd'hui l'arrivée de ce matériel sur le territoire. De grosses pompes, de pirogues, de bidons de mercure. Si vous coupez l'approvisionnement en fait, des sites, personne ne peut survivre dans la forêt et ne peut orpailler dans la forêt sans le matériel nécessaire. Donc en fait, il faut couper les voies d'approvisionnement. Et notamment les voies légales, parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a beaucoup de matériel qui rentre de façon totalement légale sur le territoire et qui ensuite disparaissent. Et donc déjà avoir un mode de suivi, de contrôle de ce matériel qui arrive sur les sites et aussi un contrôle de l'or qui ressort de la Guyane, parce qu'il faut voir qu'en fait malheureusement il y a un système de collaboration et d'entraide, on le sait très clairement, c'est vraiment un secret de polichinelle. Les orpailleurs légaux et les illégaux travaillent ensemble en vérité. Les uns vont chercher de l'or à bas coût puisqu'ils ne payent pas les ressources humaines au même prix que ce que paye un orpailleur légal. Et c'est pas non plus les mêmes contraintes environnementales. Et en fait, les orpailleurs légaux rachètent aux orpailleurs illégaux leur or et le blanchissent, si on peut le dire de cette façon, pour eux gonfler leurs chiffres avec de l'or pas cher. Et ça, c'est quelque chose contre lequel il faut absolument lutter aujourd'hui. C'est-à-dire que si cet or ressort de Guyane, c'est aussi beaucoup parce que malheureusement, il y a les voies pour blanchir cet or qui est lié directement à la fois au travail, c'est aux conditions humaines dégradantes qu'on trouve sur les sites d'orpaillage et à la destruction de l'environnement. Et donc cette thématique d'orpaillage illégal en Guyane, c'est la thématique de la session de cette année pour Wild Eagle. Est-ce que tu peux nous préciser comment se passe le recrutement, de qui vous avez besoin, comment ils font pour entrer en contact avec l'association ? Alors, on avait ouvert les inscriptions pour les étudiants en droit jusqu'en décembre. Donc, on a eu des étudiants qui se sont inscrits pour participer justement au travail juridique en amont sur le dossier. Donc, il y a une clinique de droit, notamment la clinique d'Aix-Marseille, Aix-Global Justice, qui s'appelle Aix-Global Justice, qui travaille sur tout ce qui est droit international, droit humain, qui a travaillé sur justement les recours internationaux qui sont envisageables sur cette question-là.
et le DU de Nanterre qui a travaillé avec ces jeunes justement sur la question du recours interne, pour le coup, en droit administratif, en carence fautive de l'État français. Et donc, là, maintenant, les inscriptions sont closes pour les étudiants en droit. On est vraiment à l'inscription pour l'événement d'avril qui est ouvert au public, sans restriction, sans background juridique. Et notre but, justement, c'est de faire venir aussi des gens qui sont d'autres horizons. Pourquoi pas des anthropologues, des philosophes, des scientifiques, justement des gens qui nous permettent à nous de proposer des nouvelles choses, des choses plus innovantes, qui nous permettent peut-être de voir aussi des solutions qu'on n'aurait pas vues et qui n'auraient pas encore été pensées, et de venir enrichir les discussions qui auront lieu donc en avril, pour qu'ensuite on puisse construire et solidifier ce plaidoyer, parce que nous on construit vraiment à la fois avec les associations sur le terrain, qui nous ont aussi beaucoup aidé à collecter toute cette masse d'informations, puisque c'est des archives, des associations qui nous ont permis de faire ce travail et qui nous ont fait confiance pour que justement on puisse ensuite aller constituer un dossier, qu'on travaille avec ces étudiants et puis in fine qu'on construise des propositions solides, chiffrées, budgétées pour répondre à la problématique de l'orpaillage illégal en Guyane. D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous décrire ton quotidien aujourd'hui ? Alors, c'est très changeant en fonction de l'actualité, parce que je suis encore porte-parole de l'association, du collectif Hors de Question en Guyane. Donc, selon l'actualité, selon les déclarations d'Emmanuel Macron ou de ce gouvernement, on réagit. Selon les autorisations minières, on attaque en justice. Donc, parfois, on a... Ma journée, elle est aussi consacrée au travail juridique sur les cas ou sur les communiqués de presse qu'il faut écrire, les institutions qu'il faut rencontrer. Après, je travaille beaucoup en soutien, en expertise à des citoyens qui sont mobilisés, comme sur la Convention citoyenne pour le climat, ou avec, ça m'arrive aussi, des députés ou des sénateurs qui travaillent sur des textes de loi. Donc ça, c'est de l'expertise de fond, sur des propositions juridiques. Et puis, je me consacre énormément à faire connaître Wild Legal. Donc, ça veut dire que 1 ou 2 fois par semaine, parfois, je pars un peu ailleurs en France, donner des conférences, rencontrer des associations, rencontrer des facs, des profs, pour faire connaître le programme. Parce que comme on est tout jeune, ça demande en fait de construire un réseau, de faire connaître le projet, d'échanger, de leur expliquer notre démarche. Donc mes journées, elles se ressemblent jamais. et c'est ce qui est passionnant aussi, forcément. Donc ça dépend beaucoup de l'actu et beaucoup du calendrier de nos différentes associations. Si tu étais devant une classe de terminale, je t'ai déjà posé la question tout à l'heure, mais quel conseil tu leur donnerais s'ils voulaient travailler comme juriste en environnement ? Et est-ce que c'est un parcours type c'est une journée type pour un juriste en environnement, ce que tu viens de décrire, ou est-ce que c'est toi en particulier parce que c'est ton choix ? Donc voilà. Moi, ce que je vois des juristes en droit de l'environnement, il y a plusieurs voies. C'est-à-dire qu'on peut être juriste en entreprise. Dans ce cas, ta journée type, je pense qu'elle se ressemble beaucoup. En association, c'est pareil, ça dépendra beaucoup de tes projets, de tes dossiers. Moi, j'ai vraiment choisi de faire plein de choses différentes, en fait. Mais c'est comment dire, pour une classe de terminale, si j'avais des élèves qui ont envie de se diriger vers le droit de l'environnement, je leur dirais d'apprendre les bases. C'est-à-dire, c'est ce que tu t'apprends en premières années à la fac. Et ensuite, de te lancer sur des recours, des choses qui te plaisent, des choses qui te passionnent ou au contraire, qui t'indignent. Et donc contre lesquels tu as envie de te mobiliser pour te forger aussi une expérience sur le terrain. Donc faire des services civiques, faire du service civique ou des nuits blanches, selon ce que tu as envie de faire. Mais moi, je sais que ce qui m'a permis de me lancer, c'était de dire, Flamanville, c'est inacceptable.
Donc, j'ai quelques notions en droit de l'environnement, en droit public. J'ai étudié les textes applicables en droit nucléaire. C'était pas du tout ma spécialité. Et je me suis formée comme ça, en fait, sur le tas. Mais c'est surtout de faire des choses qui tiennent à cœur, je pense, et dans lesquelles tu as envie de t'investir, qui te permettent ensuite de progresser et de maîtriser ton sujet. Et ensuite, tu te fais confiance parce que quand tu te rends compte qu'en fait, tu n'as pas besoin d'avoir un bac plus 12 pour être un ultra spécialiste, le droit, une fois que tu as compris comment ça fonctionne, ensuite, c'est un outil et tu n'as plus qu'à découvrir en fonction des dossiers qui te sont donnés, comment t'investir et comment t'engager sur une cause. Donc le droit de l'environnement, aujourd'hui, il n'a pas besoin d'une armée de nouveaux spécialistes, de jeunes qui se lancent dans des études longues. Il a besoin de jeunes très dynamiques et qui vont chercher l'expérience et qui ont une mission en eux, en fait. Je pense qu'il a besoin à la fois que peut-être les plus anciens avocats se mettent à disposition des causes aussi, quand même, parce qu'on parle beaucoup des jeunes. Mais ça serait bien qu'il y ait des avocats avec justement tout le background, toute cette expérience, cette vision du droit qui s'ouvre et qui se mettent à disposition des jeunes. C'est vrai qu'on met beaucoup de pression sur les jeunes, puisqu'on leur dit c'est le réchauffement climatique, la terre qu'on vous laisse, ce sera votre combat, ça sera à vous de le gérer, nous on sera plus là. Ouais. C'est toujours, il y a une énorme pression sur les jeunes, donc on comprend que souvent ils veuillent. On a une partie de la jeunesse qui veuille regarder ailleurs et ne pas s'en préoccuper. Moi, j'ai beaucoup appris en travaillant avec des gens qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi. Par exemple, le droit autochtone, j'ai tout appris avec Alexis Tchouka, qui est un juriste en droit autochtone historique, qui a fait les mobilisations, qui s'est mobilisé aux Nations Unies pour obtenir la déclaration des droits des peuples autochtones. Donc c'est un des piliers historiques du droit autochtone. Il m'a tout appris, il m'a transmis ce qu'il savait, il m'a aussi transmis cette connaissance de la culture autochtone, du droit coutumier. Et je pense qu'il y aurait besoin aussi que des juristes ou des avocats qui ont cette expérience changent de bord. Moi, je travaille par exemple beaucoup avec William Bourdon, qui est un avocat, un des ténors du barreau aussi, très investi sur tout ce qui est criminalité économique, qui s'est beaucoup battu aussi contre Bolloré en Afrique, l'accaparement des terres. Donc c'est quelqu'un qui m'a toujours inspirée, qui a cet aspect aussi très politique, très engagé dans les luttes et qui représente quelque chose qui a cette aura. Et je pense que les jeunes, ils ont besoin aussi d'être guidés par une certaine aura, avoir envie de se dépasser justement pour pouvoir amener quelque chose de nouveau. Mais pour ça, ils ont besoin à la fois que les plus anciens transmettent et en même temps qu'ils aient suffisamment de place pour pouvoir agir et créer autre chose. Donc ça demande un équilibre entre les deux, mais on ne peut pas tout faire reposer sur les jeunes. Il faut aussi que les anciens montrent le chemin et montrent comment on peut guider l'évolution du droit vers des victoires pour l'environnement. Bon bah voilà un message motivant. Moi, j'espère. Est-ce que tu peux nous faire ta suggestion, ta recommandation culturelle ? Oui, il y a un livre qui m'a beaucoup aidée parce que quand j'ai passé mon diplôme d'avocat, le diplôme d'avocat, c'est tous les jours, tu bûches, tu lis des textes juridiques, des décisions du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel, c'est l'horreur, c'est aride au possible. Et donc le soir, t'es crevé, tu peux rien faire. Et il y avait un bouquin, enfin deux en l'occurrence, que j'ai lu du même auteur, qui s'appelle Le siècle bleu. C'est 2 bouquins de science-fiction écolo, avec la société secrète Gaïa, qui est la société justement écolo qui mène des actions pour sauver la planète. Et en fait, ça m'a beaucoup inspirée parce que c'est très simple à lire, mais qu'il y a tout ce petit monde qui se rebelle en fait contre les multinationales, contre le crime organisé pour protéger la planète. Et c'est hyper positif parce que justement, il montre comment on peut se prendre en main avec ses compétences, que ce soit en informatique,
en bio-ingénierie, tout ça, créer d'autres mondes, d'autres possibilités et combattre les méchants. Alors, c'est hyper ludique comme texte, mais on a envie d'en faire partie, ça prend aux tripes. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé à avoir mon concours d'avocat, parce que comme ça, je pouvais me détendre le soir. Et en plus, ça m'a donné envie de m'investir encore plus, parce que c'est très positif et je pense qu'on peut tous faire partie de Gaïa et de ce mouvement justement pour les droits de la Terre. Tu peux rappeler le titre ? Le siècle bleu de Jean-Pierre Gou. D'accord. Et dernière question, pour voir si tu es inspiré. Si tu pouvais venir dans le passé et parler à la toi qui a de 16 ans, qu'est-ce que tu lui dirais ? Je pense qu'à 16 ans, l'écologie, c'était déjà pas du tout ma première préoccupation. Je pense qu'à l'époque, justement, je m'étais plus intéressée à l'écologie, plus tôt. J'en aurais profité des années, justement, où on a plus de temps à l'école pour apprendre plus, pour être plus dans la nature, pour faire peut-être même plus de voyages. Alors que, bon, comme tous les ados, j'ai plutôt traîné. Je ne faisais pas grand-chose. Je pense que je me serais plus investie sur ces choses-là et j'en aurais profité avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui, informatiques, pour découvrir le fonctionnement de la nature, découvrir des choses. Mais à l'époque, je pense que ça doit être le cas de beaucoup de jeunes, on se pose toujours la question, mon Dieu, mais comment je vais faire pour rentrer dans la société, faire partie du système, faire des études, réussir, on a la pression des parents. Je me regarde avec un peu plus de 10 ans de plus et je me dis, mais en fait, tu t'es mis la pression pour rien parce que déjà, tu n'es jamais rentré dans le moule et puis tellement, tu es très bien comme ça. Et donc, de se dire, réfléchis plutôt à qui tu veux devenir plutôt que ce que les autres veulent que tu deviennes. Et donc... plutôt au contraire de déstresser, de prendre le temps de réfléchir à ce qui est vraiment utile pour notre société, plutôt que de se poser la question de ce que nos parents veulent qu'on ait comme note dans notre carnet à la fin de l'année. Mais c'est pas évident parce qu'il y a une pression énorme quand on est jeune de devoir réussir. Encore aujourd'hui, alors qu'en fait, on nous dit que la planète, qu'on a encore 12 ans pour éviter la catastrophe. Par ailleurs, il y a une espèce de dissonance cognitive entre le succès des individus sur le plan de la carrière et l'avenir de la planète et de l'humanité. Donc, je pense que les jeunes qui se posent des questions aujourd'hui doivent se poser comme question, à mon avis, qu'est-ce que je peux faire de bien pour aider ma communauté, pour être utile à la protection de l'environnement, pour réussir à faire des choses avec les autres, parce qu'on ne fait pas des choses tout seul. Et donc de se resociabiliser, d'être utile chez soi au niveau local. Et ça, on l'apprend en faisant, on y prend goût aussi en le faisant. Ouais, c'est une belle conclusion. Merci. Merci Marine. Alors, comment fait-on pour vous suivre avec Wild Legal ? Donc on a un site internet, c'est wildlegal.eu, avec un blog aussi sur lequel on peut regarder nos dernières actus, les conférences et tout ça. On a une page Instagram parce qu'on a, grâce à Simon, des super visuels qui est très doué justement dans tout ce qui est visuel. Et on a une page Facebook où on peut aussi nous suivre avec toutes les actus sur notamment le programme, mais aussi les dernières infos sur ce qui se passe sur les droits de la nature. Donc, trois médias pour nous suivre et puis on peut nous écrire. À notre adresse, c'est contact@wildlegal.eu. Ok. Et est-ce que tu peux nous faire une recommandation d'invité pour la prochaine émission ? Ma dernière conférence qui m'a vraiment plu, c'était avec Jacques Tassin, donc, qui est écologue et qui parle des forêts et de la façon dont nous, humains, nous avons été forgés par les forêts, dont notre corps est vraiment le résultat de notre vie dans les arbres et dans cet environnement des forêts. Et je pense que lui, ça peut vraiment vous intéresser d'avoir sa vision des choses, justement, sur la relation humain-forêt. Monsieur Tassin, à vous.
Voilà, cet épisode de Poids Plume est terminé. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et bravo! On se retrouve rapidement pour un prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur le site oiseaubondissant.fr, tout attaché, pour découvrir toutes nos productions, nos suggestions culturelles et nos partages d'initiatives positives. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à en parler à 2 de vos proches afin de faire grandir la communauté. Vous pouvez aussi nous donner 5 étoiles sur votre application de podcast. C'est surtout ça qui nous aidera à vous proposer de nouvelles interviews, toujours plus intéressantes. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.